Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cette exploration de la Sibérie, partie histoire, par la troisième étape qui est la conquête russe. Car les Russes sont arrivés, l'identité russe est arrivée en dernier, et cela nous va nous retenir pendant 3 vidéos d'une vingtaine de minutes chacune pour être bien représentatif de la connaissance. Ceci bien sûr dans le cadre de la culture sociétale, dont vous voyez ici la photographie emblématique, avec la nébuleuse du cheval, etc. Bon. Donc nous en étions ici, la conquête russe. Continuons notre conquête intellectuelle. Là, cela devient plus complexe. Oui, il faut bien le dire, en raison de la richesse d'informations des époques récentes. Évidemment, toujours pareil. Nous faisons la synthèse, comme suit. D'abord des principes pour comprendre. Ensuite la première étape Novgorod. La seconde étape Moscou. Et enfin les trois percées. Voilà le plan qu'on va retrouver jusqu'à la dernière vidéo. Les principes. Principe 1. La conquête russe de la Sibérie part de la vieille Russie. Côté Moscou donc. Elle s'apparente un peu à la conquête de l'Ouest aux USA, sauf que c'est ici vers l'Est, le Levant comme on dit. Donc ça part de la vieille Russie et ça va vers l'Est. Comme en Allemagne, le Drang nach Osten, le courant vers l'Est, car les Allemands sont toujours portés vers l'Est et pas vers l'Ouest, pas vers la France, mais vers l'Est. D'où Hitler, sa conquête de la Russie aussi. Voilà. Bon. La grande plaine russe avant l'Oural, ici, est peuplée depuis longtemps. Il s'agissait donc d'aller au-delà, à plus de 1000 kilomètres. Voilà, d'aller jusque-là. De contourner les monts Oural. C'est de très belles montagnes, mais c'est des montagnes. Principe numéro 2. Ce fut d'abord le fait de la ville de Novgorod. Ici Novgorod. Puis de Moscou. D'abord Novgorod. Principe 3. Il y a aussi un problème étranger. L'invasion des Mongols, qui vient expliquer l'unité russe sous l'égide des princes de Moscou. Ouais, les Mongols. Principe 4. Dans une première étape, il faut conquérir la grande plaine de Sibérie. Une fois qu'on est arrivé aux extrêmes, par là, quoi, en dessous, et c'est surtout par le nord, c'est assez curieux. Il faut traverser toute la plaine. Il faut la conquérir. On notera Yekaterinbourg, là où le tsar Nicolas et sa famille le tsar et sa famille ont été assassinés. C'est en bordure de montagne, c'est agréable. Bon. Point numéro 5. Dans une seconde étape, il faut aller au-delà encore. Il faut aller par là. Il faut aller jusqu'à Sakhaline. Voilà. Jusqu'à Vladivostok, quoi. Et il faut aller aussi au Baïkal. On distinguera donc 3 axes d'exploration. En direction du Pacifique Nord, voilà, précisément la mer d'Okhotsk, en direction du Baïkal,
Et puis, en descendant, là, vers l'amour, le fleuve amour, quoi. Voilà. Toute cette présentation m'est strictement personnelle. J'ai cherché à comprendre tout ça. J'ai bâti tout un système pour comprendre la conquête russe, comme tous mes montages d'ailleurs, ou presque. Mais là, ça a été particulièrement difficile à comprendre. La voie en direction du Pacifique Nord, la mer d'Okhotsk, sera assez rapide. Ça prendra 50 ans, la vie d'un homme, car elle emprunte des plaines et moins de résistance humaine. Par contre, les autres voies sont à travers des montagnes, et surtout se heurtent à des populations à croyances islamiques ou chamanes, les populations qu'on a vues précédemment. Donc, ce sera plus difficile. La première étape maintenant, au-delà des principes que nous venons d'expliquer, pour préparer le terrain à la compréhension, Novgorod. La plus ancienne cité russe est Novgorod, en russe Velinki Novgorod, Novgorod la Grande. Jusqu'en 1478, elle était à la tête d'un immense territoire, une sorte de république avec un maire, une sorte de république avec un maire élu, puis une gouvernance avec l'aristocratie. À cette date, elle est vaincue par la principauté de Moscou. Ouais. Voilà le territoire de la République de Novgorod, carrément au nord. Parce qu'au sud, il y a des populations primitives qu'on a vues là, les bourriates, etc., etc. Voici Velinki Novgorod actuellement et son Kremlin, c'est-à-dire son château fortifié là, avec le pouvoir et l'Église, puisque je rappelle que si nous, Français, en 1905, nous avons séparé l'État de l'Église, ce n'est pas le cas de nombreux États à travers le monde, à commencer par la Russie, où il y a toujours le pouvoir et l'Église. Velinki Novgorod. Voici une estampe ancienne, une représentation en tout cas du marché de Novgorod, avec le Kremlin au fond, le pont, voilà, et le commerce, car le commerce enrichit les nations. La ville de Novgorod se défend contre l'envahisseur. C'est une estampe, voici Novgorod, voici l'envahisseur. Ici, André Ier Bogoliouski, cuve. Oui, bon. Et voici les armes de la ville, une espèce de léopard et la main divine. Curieux, le léopard. Alors voici des notions intéressantes. Les relations avec l'Allemagne, la Hanse était développée. Déjà, la présence allemande, le voisin, quoi. La Hanse, ou Ligue hanséatique, est une association de villes marchandes dotée de privilèges commerciaux négociés avec les souverains. La fameuse Ligue hanséatique, là. C'est une association de villes marchandes, le commerce, privilèges commerciaux négociés avec les souverains. Les souverains voient qu'il y a des privés qui s'enrichissent, alors ils négocient, ils vont lever des impôts notamment. Leur action était commerciale, religieuse, le catholicisme, et politique. Elles ont existé du XIIe siècle, 1100 donc, au traité de Westphalie, 1648, auquel le cardinal de Richelieu attachait une importance colossale.
diviser l'Allemagne. Traité de Westphalie. La Hanse possédait à l'étranger les comptoirs. Ils étaient en bois. L'un des derniers qui subsiste est en Norvège, ici, là, dans la ville de Bergen, classée à l'UNESCO. Des comptoirs. On y négociait tout ce qui était vendu. Portrait d'un commercial de Danzig au comptoir de la Hanse à Londres. Car Londres est aussi une destination de la Hanse, du commerce. Tableau de Hans, voilà le commercial, bien habillé. On voit qu'il est riche. Et le tableau est de Hans Holbein, le voici en autoportrait. Il s'est peint aussi. Bon, Hans Holbein, la Hanse. La richesse de la ville de Novgorod était basée sur le commerce, notamment des fourrures. Pour s'approvisionner, les commerçants de Novgorod lancèrent des expéditions au-delà de l'Oural, par le nord, principalement. On a vu le territoire nordique de Novgorod. En 1364, ils explorent la mer de Kara, la voici ici, et remontent l'Ob. Voilà. Donc, le commerce c'est le nerf des sociétés aussi. J'ai mis une vue du 19e siècle, hein, très tardive, donc, marché des fourrures. Hein. Au 19e siècle, il y avait toujours, c'est pas uniquement en 1364, hein, mais en 1800 et quelques, il y avait du commerce de fourrures, toujours, dans ces régions-là. La mer de Barents, qui est connue des Français, je ne sais plus pourquoi. Voilà. La seconde étape, Moscou. L'influence de Novgorod décline et celle des princes de Moscou monte. Première idée, Moscou monte. Depuis le XIIIe siècle, les Mongols envahissent la Russie. Le nom que les Russes leur donnent est la Horde d'Or. Ce plateau de Mongolie a envahi le monde pratiquement, y compris la Chine. Voilà. Et l'Europe aussi. De 1200, et la Russie aussi. De 1200 à 1500 environ, les Mongols soumettent jusqu'à la Pologne en massacrant la moitié des populations. Ouais, c'était pas tendre. La moitié des populations. Les survivants se sont réfugiés en forêt ou en montagne, à Pologne. Ici, la ville de Souzdal, près de Moscou, voilà, où on voit vraiment que tout s'effondre, quoi. Tout s'effondre. La position des personnages est sûrement codifiée. Ça obéit à des règles intellectuelles. Ça. Voilà l'empire mongol, Moscou, ici, Pékin, ici, le Tibet. Il y a des livres, la Horde d'Or. Pour ceux qui voudraient approfondir, car c'est intéressant ça aussi, le règne des Mongols. Tout heureusement, vous savez, des événements antérieurs et fortuits, j'ai glissé là les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, vers l'Europe, notamment Berlin. Voilà, les routes de la soie, pourvu qu'elles ne restent que commerciales. Et voilà la version chinoise. Il y a les routes de la soie terrestre et il y a les routes maritimes aussi. Le tsar Ivan est le premier tsar à mener une politique offensive quant à la Horde d'Or, qui était affaiblie par des divisions internes. Il achève d'abord de vaincre Novgorod,
puis vaincre la Horde d'Or. C'était un grand gouvernant. Pour ce faire, il guerroie au-delà de l'Oural, la chaîne de montagnes, la verticale, il guerroie au-delà. Il va attaquer l'ennemi là où il se trouve et puis il étend son territoire. Voici un tableau. Ivan le Grand, déchirant la lettre du Khan. Le Khan en mongol, c'est le chef. C'est aussi un usage chez les Turcs, pas que chez les Mongols, chez les Turcs. Le Khan, Kubilai Khan, etc. Voilà les représentants du Khan, et voilà le tsar qui a déchiré, qui piétine la lettre du chef des Mongols. On a la main à l'épée, ici et ici. Et celui-là, ce garde russe, il retient les deux ambassadeurs. C'est symbolique très forte de l'opposition et de la montée des princes de Moscou. Enfin du tsar, quoi. Le premier tsar. Ivan. On notera qu'Ivan le Grand s'est marié avec la nièce du dernier empereur de Byzance, Sophie, Constantinople donc, Byzance. Et Constantinople chute, elle est prise par les Turcs en 1453. C'est une époque très troublée avec les Mongols et les Turcs. Celle-ci lui apporte de l'Empire byzantin l'aigle. L'Empire byzantin, c'est les successeurs de l'Empire romain d'Orient, quoi. L'aigle à deux têtes, l'aigle byzantin, qui depuis cette époque est l'emblème de la Russie. Voilà l'aigle russe à deux têtes. Voilà. La Russie revendique alors la place de troisième Rome, après l'Empire romain et l'Empire byzantin. Oui, c'est là l'origine de l'aigle à deux têtes. Ivan le Grand reprend la méthode romaine et byzantine des codes. Oui, c'est vrai, le codex, nous avons des codes en France, beaucoup même, voilà. Eh bien, ça vient de Rome et de Byzance, les codes. Les Italiens et les Grecs, amenés par sa femme Sophie, l'impératrice donc, lui permettent aussi de donner naissance à un État centralisé avec un monarque au pouvoir fort, car les Italiens et les Grecs notamment avaient bâti tout un système intellectuel et politique. Il prend aussi pour son territoire le nom officiel de Russie. C'est le tsar Ivan, le premier tsar, qui a donné le nom de Russie. Ça, on ne l'a pas appris à l'école. Devant sa puissance, d'autres se plient. Alors le Khanat de Sibir, par exemple, s'offrit comme vassal au tsar, contre 1000 pots de zibeline par an quand même. Fallait les payer un peu. 1000 zibelines par an. On ne se préoccupait pas de la protection des espèces à cette époque. C'était la protection de l'homme tout court. En 1578 arrivent des milliers de Cosaques. Je ne vous en dirai pas plus. Qui s'allient aux Russes. C'est les alliés des Russes. Sous l'influence du gouverneur russe de Perm, Stroganov. Bien connu, lui, par contre, à cause de la cuisine. Cosaques, j'ai fait un petit résumé. Groupe de population slave d'Europe orientale, c'est-à-dire du côté de l'Atlantique, donc proche du Caucase actuellement et anciennement de l'Empire ottoman. Voilà une vaste synthèse. Originaire Europe, Caucase actuellement. S'y sont adjoints tous ceux qui voulaient échapper au pouvoir. Échapper au pouvoir. Voilà. Indépendance. Se mirent au service des tsars. Voici le portrait d'une femme cosaque. Le voile. C'est pratiquement européen. Autoportrait d'un peintre en cosaque.
Alors lui, il a déjà le bonnet, la pelure, et le cosaque est un soldat, bien sûr. Stroganov, vieille famille de commerçants, industriels, propriétaires terriens forcément, et puis forcément anoblis aussi. On commence par l'argent, l'industrie, le foncier et le rang. Proverbe russe, plus riche qu'un Stroganov, tu meurs. Voici le portrait, vers 1800, du temps de Napoléon. Comte Alexandre Stroganov et sa femme. Peint par un Français, peintre de cour, Londres, Hambourg, Saint-Pétersbourg. Un peintre, Jean-Laurent Mosnier, faisait des tableaux à cette époque, mais des portraits, mais à la même époque, Louise-Élisabeth Viguet-Lebrun a été aussi une très grande portraitiste et qui a peint, elle, des cours entières, à commencer par la cour de Louis XVI, puis la cour de l'art du royaume de Parme en Italie, puis la cour autrichienne, puis la cour russe avec Catherine II. C'était la coqueluche des cours. Voici le bœuf Stroganov. On n'en sait pas exactement l'origine, mais la recette est attribuée classiquement au comte Stroganov qu'on a déjà présenté, dont le cuisinier français André Dupont, voilà un nom bien français, avait réalisé une fricassée de bœuf en lui donnant le nom de son maître, bien sûr. Mais c'est un Français qui est à l'origine du bœuf Stroganov, qui est un grand plat toujours actuel. En 1600, les Russes arrivent à l'embouchure de l'Aube. Les Russes fondent des villes, vainquent des peuples, comme les Tatars, et fondent la première province de Sibérie. C'est une apogée de la puissance russe. Lentement, ils soumettent les peuples de Liénicée. Lentement, parce que c'est des peuples anciens qu'on a présentés plus haut et ils résistent. Voici Liénicée et des villes en bordure. Tomsk, il y a un aéroport ici. Ils fondent Tomsk, ici. Voici une vieille maison de Tomsk avec de la chantournerie en bois, là, toute décorée. C'est très fin. Édifice public, haut en couleur, et des jeux où les gens s'arrosent d'eau froide. La culture du corps. Il y a le corps et l'esprit. Puis la ville de Krasnoïarsk. Voilà. Pour aller de là à la façade du Pacifique, il faudra presque un demi-siècle, 50 ans. La ville de Krasnoïarsk. Voici Krasnoïarsk, en hiver. Il ferait mieux de le prendre en été, toujours, plutôt qu'en hiver. Ici, en juin, un festival de la jeunesse. Alors, Moscou, Irkoutsk, Beijing, la capitale chinoise, Krasnoïarsk, ici. Krasnoïarsk. Yekaterinbourg, la résidence de la famille impériale en été. Novosibirsk, Krasnoïarsk. Festival de la jeunesse, on va clore sur cette vue. Voilà la jeunesse russe qui est à Krasnoïarsk. Il y a un grand festival. Il n'y a pas que des jeunes, il y a des adultes aussi qui viennent pour voir ça, voir ces spectacles. Et il fait chaud apparemment. Il fait chaud, voilà. Et il y a du monde. Beaucoup de jeunes, voilà. Et ce faisant, nous arrivons au terme
Nous avons fini la seconde étape Moscou, la seconde étape, la conquête russe. Et nous allons passer dans la vidéo suivante, toujours à la suite. Nous nous sommes arrêtés à peu près à 1600. Et bien on va continuer dans l'histoire russe. Nous avons dépassé les 20 minutes et 25 minutes, mais c'est bon quand même, c'est pas trop long, parce que la matière est complexe. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo sur cette conquête intellectuelle pour nous de la Sibérie. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.